Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Comme d'habitude, aujourd'hui, un de vos animateurs, Adi Raphaël. Je suis rejoint par le deuxième animateur, mon collègue de toujours, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, merci, Eddie. Et toi? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on a un autre invité de marque. Écoute, décidément, les invités de marque se succèdent sur CS à l'érable. Puis cette fois-ci, on reçoit Yoann Le Bourri. Salut Yoann, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci et vous. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, je t'ai pas demandé en off si j'ai bien prononcé ton nom de famille. J'espère que je l'ai pas trop magané. Non, vous avez juste oublié le S à la fin, c'est le Ah, ok, donc Boris. c'est Ça se le prononce le Boris. Boris. Ok, excuse-moi dans ce cas-là. J'aimerais que tu te présentes un peu à ceux qui te connaissent pas, parce qu'on sait que nos éditeurs sont francophones, mais ils sont un peu partout à travers la planète. C'est pas spécifiquement au Québec et au Canada. Donc j'aimerais que tu te présentes un peu à ceux qui te connaissent pas. Quelle position tu joues, t'es de quel club? Je te laisse te présenter toi-même. Ouais, bah c'est ça, je m'appelle Yoann Le Boris. Je suis né à Montréal, d'origine française. J'ai commencé le foot quand j'avais à peu près 4 ans. J'ai commencé à prendre ça au sérieux vers l'âge de 9 ans. J'ai intégré l'académie de l'Impact de Montréal à l'âge de 13 ans. Mhm. Jusqu'en 2019. L'année dernière, ma dernière année en U19, et j'ai intégré l'équipe de Valor FC de Winnipeg l'été dernier, donc en août 2019. Et là, je suis encore avec eux et je suis sous contrat en ce moment avec eux. Parfait, parfait. Effectivement, donc tu joues au poste de défenseur central, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, défenseur Parfait, central. excellent. Je suis un ex-milieu de terrain, mais maintenant je suis rendu défenseur central. Cool, comme Nesta, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Parfait, parfait. Bon, on espère que tu auras une carrière toute tracée comme lui, j'espère bien. Écoute, on va commencer, on va parler aujourd'hui dans ce podcast, bien évidemment, de ta carrière. Depuis, t'en as glissé quelques mots au début. On va parler un peu de ta carrière, des équipes de jeunes jusqu'à aujourd'hui. On précise, tu as 20 ans, si je me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai C'est eu ça. 20 ans. Voilà, exactement. Donc, on va parler un peu de ta carrière jusqu'à maintenant. Puis, voilà, comme ça, le monde va te connaître un peu plus et savoir qui tu es. Bien évidemment, on va un peu plus s'attarder sur la CAN PL et le Valor FC, bien évidemment. Donc, comment il y a vraiment assez longtemps quand même. Tu as fait la majorité de ta formation, bien évidemment, au CSMRO, donc à Montréal. Est-ce que tu as de bons souvenirs encore de ce club? C'est un club où moi j'ai entraîné personnellement, donc voilà, je me suis dit ce serait cool que tu me parles un peu de tes souvenirs de ce club-là. Ah, j'ai de très très bons souvenirs. Moi, j'ai rejoint le club à 9 ans et j'ai eu de la chance parce que mon père, il m'avait mis avec des joueurs un an plus vieux que moi, donc parce que j'étais assez développé physiquement par rapport aux autres de mon âge à ce moment-là. Donc j'avais 9 ans, en fait non, j'avais 8 ans, pardon, et je jouais avec les U9. Donc j'ai toujours joué avec des joueurs un an plus vieux que moi jusqu'à temps que je rejoigne l'académie où j'avais 13 ans. Et on avait une très bonne équipe avec MRO quand j'étais tout petit. Les tournois au Québec, on en remportait beaucoup. Il y avait les rivaux, il y avait Fabre-Rose, il y avait Pointe-aux-Trembles. Et ouais, non, c'était vraiment sympa de jouer avec ce club-là. C'est un Parfait. club de cœur pour moi. Est-ce qu'il y a des personnes, des joueurs avec qui tu as gardé contact, des personnes, quelqu'un du staff technique, des dirigeants, ou est-ce que tu as des gens avec qui tu es en contact continu, ou malheureusement avec le temps, vous êtes un peu plus éloigné, ce qui est assez normal aussi. Malheureusement, les joueurs, on est un peu parti dans nos directions, ce qui est dommage parce qu'on était très proches à ce moment-là quand on était dans la même équipe. Mais non, je suis resté en contact avec certains entraîneurs, dont un qui est justement à la pré-académie. Il s'appelle Philippe Sayeg. Oui, Je sais pas si vous le connaissez. Euh, son nom me dit quelque chose, mais non, pas. Vas-y, je te laisse le présenter, mais son nom me dit quelque chose. c'est un Brésilien. Euh, Puis il est entraîneur justement à la pré-académie. Ok, parfait, excellent. Ouais. Et après, d'ailleurs, après CSMRO,
t'es allé à l'Académie de l'Impact de Montréal, puis on aimerait savoir un peu comment s'est fait le contact. Est-ce que t'as été repéré pendant un match du CSMRO ou est-ce que c'est toi qui es allé au try-out ou comment ça s'était fait à l'époque? En fait, à cette époque, c'était mon père qui m'avait dit que je devrais peut-être y aller juste pour me faire voir, parce que moi, à ce moment-là, dans ma tête, vous savez, quand on est jeune, tu sais, on a des rêves et tout, et moi, je voulais aller en Europe. Je voulais aller en France, faire des essais en France. Mon père me disait, ouais, mais ça va être compliqué parce que si tu veux aller là-bas, il faut que quand un des deux parents soit avec toi, il faut que tu aies le passeport français dont je l'avais pas à ce moment-là. Et c'est ça. Donc là, je suis allé au début, mais j'avais pas dans l'idée de rejoindre l'équipe. C'était juste pour, je sais pas, pour m'amuser, pour me montrer. À ce moment-là, je n'étais pas trop sûr de vouloir rejoindre l'académie. Puis au final, ben, ils m'ont pris en fait. C'était en 3 étapes et j'ai passé toutes les étapes. Et au moment où ils m'ont pris, ben là j'ai bien réfléchi. Mon père, il m'a convaincu. Il m'a dit les chances que tu es en Europe pour le moment sont très faibles. Donc je pense que la meilleure décision à ce moment-là, c'était c'est de rejoindre l'académie parce qu'il y a rien de mieux que ça comme encadrement pour les jeunes au Québec. Donc c'est ça, j'ai rejoint l'académie comme ça. Parfait, parfait. Juste une petite question comme ça, juste pour le fun. T'as dit que t'as des origines françaises, puis c'est sûr, bien évidemment, étant jeune, tu pensais aller en France. Ouais. Puis c'est sûr, bien évidemment, comme toute jeune personne, c'est sûr que t'avais peut-être un club qui t'intéressait. Est-ce que, je sais pas si je tente ma chance comme ça, un club d'origine bretonne, est-ce qu'il y a un club de Ligue 1 qui t'intéresse plus qu'un autre ou pas vraiment? Effectivement, en Bretagne, c'est là où je voulais aller. Mais Ok. non, il n'y avait pas de club en particulier, Rennes ou FC Lorient. Il y a plein de bons clubs, FC Nantes, Ok. Guingamp. Honnêtement, c'était juste d'y aller, Non, c'est sûr, c'était c'est ça sûr. Mais t'as mon pas eu un objectif. club que t'as un peu plus suivi que les autres étant jeune? Tu suivais la Ligue 1? Est-ce que tu suis la Ligue 1 déjà? Oui, oui, je la suis, je la suis. Je dirais que quand j'étais petit, c'était peut-être un peu plus vers FC Lorient. Ok, parfait, parfait. Non, Ouais. excellent, excellent. Parfait. Donc, donc tu as parlé un peu du fait que tu es parti donc à l'académie pour te faire voir. Puis finalement après, bon, on pensait souvent, en tout cas, il y avait beaucoup de très belles choses qui étaient écrites et dites sur toi, étant à l'académie un peu plus tard. Et plusieurs pensaient que tu allais rejoindre l'équipe première, donc l'équipe A Mhm. de l'Impact de Montréal. Malheureusement, ça s'est pas passé. Il y a même des rumeurs qui ont dit que tu serais un peu la relève de Laurent Simon à ce moment-là. Est-ce que ça t'a déçu de ne pas avoir eu cette chance-là de vraiment intégrer l'équipe A? Ouais, ben, c'est sûr, bien évidemment, ça m'a extrêmement déçu parce que je pensais honnêtement que j'allais, déjà le camp de pré-saison, je pensais que j'allais le faire la saison dernière parce que j'avais déjà commencé à m'entraîner à ma première année U19, donc j'avais 17 ans. Je commençais déjà à m'entraîner un petit peu avec eux, pas souvent, mais bon, au moins j'y allais quelques fois. Mais j'ai eu une grosse blessure. Je ne sais pas si c'est la raison principale, je pourrais jamais dire, mais j'ai eu une grosse blessure en milieu de saison dernière. Et puis au final, ils m'ont pas signé, ils m'ont pas donné ma chance. Ouais. Honnêtement, oui, c'est vrai que j'ai été très déçu à ce moment-là, mais je suis heureux où je suis en ce moment et je veux dire, c'est le début, ce n'est que le début. Bien sûr. D'ailleurs, après l'Impact, tu étais allé jouer à l'AS Blainville en 2019, là, en PLSQ, Ouais. qui était qui est devenu le grand rival du CSMRO, ton club formateur. Ouais. Est-ce que tu as hésité à l'époque pour signer à Blainville? Non, non, parce que je savais que le style de jeu et l'encadrement étaient plus favorables pour moi à ce moment-là. Et il y avait déjà des joueurs que je connaissais qui jouaient à Blainville. Ça a aussi fait en sorte que qui a influencé ma décision justement pour aller à Blainville. Et j'aimais beaucoup leur style de jeu. En fait, je les avais vus jouer. C'est ça. Parfait. Donc, tu es resté à peu près un mois à Blainville, puis finalement, tu as fait le saut au Valor FC. Comment se sont faits les contacts entre toi et Valor FC? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de ton agent ou est-ce que c'est plus toi à partir de contacts? Parce qu'on sait que, par exemple, à Valor, il y avait, par exemple, je sais pas si Rafael Garcia, c'est sûr que tu le connaissais avant. Je sais pas si c'est lui qui a signé avant toi ou vice-versa. Mais bon, bref, on sait que Raphaël était là-bas aussi. Donc, comment ça s'est passé? En fait, ça s'est passé extrêmement vite et j'imagine que
c'est mon agent qui s'est fait contacter. Parce que le club de Valor, à ce moment-là, ils avaient besoin d'un défenseur d'urgence parce qu'ils avaient beaucoup de blessés. Ouais. Et je pense qu'ils avaient qu'un seul défenseur pour le match qui arrivait le week-end suivant. Mais je pense que c'était donc le coach Rob Gale qui avait contacté un des entraîneurs de l'équipe nationale du Canada. Puis ils avaient proposé mon nom parce que j'avais pas de club à ce moment-là. Ben, j'étais avec Blainville, mais j'étais pas en club pro, donc c'est comme si j'avais pas de club. Oui, effectivement, parce qu'en club pro, à ce moment-là, c'est comme si tu peux signer gratuitement en plein milieu d'une saison sans problème. Il n'y a pas de négociation à avoir entre les deux clubs, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends très bien. D'ailleurs, tu avais signé, je crois, t'avais signé au mois d'août avec le Valor. Comment s'est passé ton adaptation? C'est ça, j'ai vu que t'avais quand même joué rapidement. C'était comment l'adaptation? Je sais qu'il y avait Raphaël Garcia, il y avait Louis Bélangoyette, entre autres, que t'avais connu à l'académie, là. Ouais, est-ce qu'ils t'ont aidé là-dedans dans l'adaptation? Ouais, ils m'ont beaucoup aidé, honnêtement. Ils m'ont vraiment mis confortable dès que je suis arrivé. Parce que tout s'est passé tellement vite. J'avais à peine eu le temps de me rendre compte à quel point les choses s'étaient passées vite. Donc, j'ai dû m'adapter extrêmement vite parce que en fait, j'ai signé un contrat en moins de 24 heures. Et le lendemain matin, quand j'ai pris le billet d'avion, direct en sortant de l'aéroport, je me suis rendu à l'entraînement. Donc, je me suis même pas rendu à l'hôtel ou quoi que ce soit. J'avais mes affaires avec moi au vestiaire, ma valise et tout. Okay, et donc, c'est ça. J'ai eu un entraînement et demi avant de jouer le match, en fait. Wow. OK. Parfait. Puis c'est ça. Puis finalement, t'as eu quand même, le club a eu une saison quand même assez difficile. On va pas revenir sur la saison quand même assez mitigée de Valor FC, mais comment as-tu vécu ça? Tu sais, pour une première expérience professionnelle, est-ce que ça a été difficile? Comment vivait le groupe? Est-ce que c'était difficile aussi de vivre une saison aussi décevante que ça pour la première année de la CNPL? En fait, quand je suis arrivé à mon premier match, on avait gagné le match et je pense que ça faisait très longtemps. Ça faisait effectivement longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Donc à ce moment-là, j'avais pas senti une atmosphère négative. Tu sais, j'avais senti beaucoup de joie parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Mais moi, je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Je pensais que ça allait pas trop mal. Mais après, quand j'avais regardé la fiche, je me suis rendu compte de ça. Mais quand on a perdu, après, j'ai senti une atmosphère un peu plus négative. Parce que je pense que ça s'est créé, tu sais, à force de perdre une équipe, les joueurs ils commencent à devenir moins solidaires. Et je pense que c'est ça qu'il y avait un peu dans l'équipe, malheureusement, surtout après les défaites. Mais sinon, honnêtement, c'était vraiment une super bonne première expérience professionnelle. Tu sais, j'ai vu comment ça se passait, les comportements des joueurs, tu sais, c'est vraiment différent du niveau amateur. Mais non, c'était vraiment une belle première expérience. D'ailleurs, par rapport au niveau des joueurs, lequel joueur de Valor t'a le plus impressionné? Je dirais l'ailier droit Marco Bustos. Il m'avait impressionné. Il y avait d'autres joueurs, bien sûr, qui m'ont impressionné, mais lui, je vous dirais qu'il m'avait pas mal impressionné. Et dans la ligue en général, Bustos a signé d'ailleurs, maintenant il est allé au Pacific FC pour la saison 2020. Et également, dans la ligue en général, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment, qui est sorti du lot pour toi, là, que tu as eu l'occasion d'affronter? Sorti du lot? Non, pas un en particulier, vraiment. C'est sûr qu'il y a des bons joueurs. J'ai vu des bons joueurs, mais j'ai pas vu de joueur, un en particulier qui sortait du lot. Non, j'en ai pas vu. J'ai pas joué assez de matchs pour voir vraiment un joueur en particulier. Ouais, effectivement. Finalement, tu as joué 8 matchs, je pense, durant cette première année, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Donc, tu as joué 8 matchs. Bon, après, c'est sûr que tu es arrivé quand même vers la fin de la saison. Tu as souvent été quand même titulaire. C'est pas comme si tu étais souvent sur le banc non plus. Donc, c'est quand même, comme tu l'as dit, une belle expérience pour toi. Maintenant, on a parlé, bien évidemment, de Valor FC, comme quoi il y a eu une saison un peu difficile l'année passée. Pour la saison 2020, en tout cas, s'il y a une saison 2020,
Ouais. l'effectif a énormément changé. Hein. Ouais. C'est comme si le club repartait de nouveau de zéro. Donc, c'est comme si on revenait à l'an 1. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Est-ce que tu sens effectivement que le projet repart de zéro? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une certaine continuité par rapport à l'année passée? Parce qu'on s'entend, par exemple, Louis Belangoyette est plus là. Tu as parlé de Marco Bustos, il est plus là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. On va pas tous les nommer. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus, comme par exemple, en tout cas, on parlera un peu des recrues plus tard. Mais est-ce que tu penses que le projet repart à zéro? Presque, oui, presque, honnêtement, parce qu'ils ont vraiment changé le 75% des joueurs. Donc, ils ont seulement gardé ceux qui voulaient garder, en fait. Et ouais, donc c'est vraiment un tout nouveau noyau dans l'équipe. Donc, je sais, mais pour le moment, de ma première impression, je pense que ça va beaucoup mieux se passer. D'ailleurs, parlant de joueurs qui vont arriver, il y a un ancien de l'Impact, il y a deux anciens de l'Impact. Il y a Masta Kacher, qui était plus vieux que toi. Et il y a James Pantemis qui vient d'être prêté par l'Impact de Montréal. Est-ce que tu es content de les retrouver? Surtout pour James qui devait connaître davantage. Là. Oui, il y a aussi Shakib Boussine. Je pense que vous l'avez oublié. Oui, ouais, mais il n'a pas signé encore, Shakib. On l'a pas eu, Ok. on n'a pas eu l'officialisation. On sait Ouais. que c'est bientôt, mais en tout cas, on n'a pas vu d'officialisation nulle part encore. Ok. Ben non, en fait, non, je suis très content. Honnêtement, je m'en attendais pas. Je pensais justement qu'elle allait juste avoir Raphaël et moi. Mais non, quand j'ai entendu que James et Masta et peut-être Shakib allaient être là, j'étais très très ravi. En Parfait, plus, c'est des parfait. bons joueurs, donc non, Est-ce que c'est c'est une des bonne gens chose. c'est des gens avec qui tu as déjà tu connaissais déjà bien, ou tu étais déjà ami avec, ou? Shakib, je l'avais déjà rencontré en fait l'année dernière quand on allait jouer à Halifax. OK. Mais Masta, non, Masta, quand j'étais plus jeune à l'académie, je le voyais avec les U23, Ouais. mais je lui avais jamais réellement parlé. Mais je sais que c'est un bon joueur. Et ben Raphaël, lui, je le connais très bien. C'est un ami et un ancien coéquipier à moi, qui est Ben oui. maintenant un Et coéquipier. James Pantemis? Ouais, James, je le connaissais bien aussi. OK. Il a juste 3 ans de plus que moi, donc ouais, non, j'ai déjà joué avec lui aussi. Parfait, parfait. Je suppose aussi que tu as eu une petite discussion avec l'entraîneur Rob Gale. Est-ce qu'on t'a parlé un peu de ton rôle dans l'édition 2020? Est-ce que t'es encore là avec une certaine longueur d'avance? Ou qu'est-ce que tu penses? Non, bah oui, oui, on a discuté, mais non, on a à peu près il a des objectifs pour moi qui sont de continuer comment j'ai joué la saison dernière, et encore mieux même, d'acquérir le plus de minutes, parce que c'est ça, le but, c'est éventuellement d'aller dans des plus grosses ligues. OK. Mais non, on n'a pas eu de grosses discussions vraiment. Parfait. Également, parlons un peu des équipes nationales. On sait que tu as été sélectionné dans les équipes de jeunes canadiennes. Est-ce que depuis, tu as eu des discussions avec Herdman ou Mauro Biello pour l'équipe olympique? Ben, en fait, il y avait les qualifications des Jeux Olympiques qui étaient supposées arriver. Ouais. Et Exactement. j'étais sur la liste d'attente, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup Voilà, de les joueurs qui préliminaires. étaient. Ouais, ils n'avaient pas encore choisi vraiment toute l'équipe, même juste avant que ça allait avoir lieu, parce qu'ils n'étaient pas sûrs avec le virus et tout. Mais j'avais peut-être des chances d'y aller. Mais je sais pas s'ils allaient me prendre ou pas, mais en tout cas, j'étais sur la liste d'attente. Donc, Oui, la liste préliminaire, ouais, je me rappelle, c'est vrai, tu étais là-dedans. Mais est-ce Ouais. que tu as eu des contacts ou pour l'instant, tu as eu la convocation et c'était à suivre? J'ai pas eu de contact depuis en fait, parce qu'au final ils ont dit que ça a été annulé. Mais ils avaient pas choisi vraiment leur joueur en fait, parce que je pense ils savaient que ça allait sûrement pas avoir lieu. Puis c'était quand même assez très dernière minute les convocations et tout. d'accord. Ben oui, c'est ça. Dommage, malheureusement, Oui, on il y sait avait que une grosse liste. c'est ça, et on sait que les Jeux Olympiques, malheureusement, ils n'auront pas lieu. On attend, bien évidemment, qu'on ait plus de nouvelles par rapport à ça pour savoir ce qui va se passer.
Mais bon, mais c'est bien au moins. Donc tu es dans la liste préliminaire, donc ça veut dire que ils sont encore en train de t'observer, ce qui est quand même très très positif. Surtout que pour un défenseur central, t'es encore très très jeune. T'as 20 ans encore. On est vraiment loin d'un âge clé pour un défenseur central. Même tous les âges sont clés, mais c'est pas non plus. T'es pas en retard. T'es vraiment en avance par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est parfait, c'est excellent tout ça. Écoute, on va enchaîner avec un petit jeu que je fais de temps en temps. On l'a fait avec certains joueurs qui sont venus ici au podcast, juste pour un peu te connaître un peu plus personnellement, connaître Yoann Le Bourris personnellement, pas juste le joueur qu'on voit à la télé. Donc je vais te donner 2 choix. Tu vas devoir choisir parmi les 2 celui que tu préfères. Ok, comme ça on va apprendre à te connaître un peu plus. Donc si jamais je te dis Sergio Ramos ou Giorgio Chiellini, qui tu choisis? Sergio Ramos. Parfait. Si je te dis l'éternelle question dont tout le monde a envie de se disputer, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Lionel Messi. Ouh, ok. J'étais sûr que ça allait dire Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'il est plus physique. Et je me dis d'habitude, un défenseur, il aime le jeu physique. D'habitude, un défenseur central. Mais ok, je comprends. Juste après, la Ligue, Premier League ou Liga? Première Ligue. Ok, parfait. Netflix ou cinéma? Cinéma. Ok, parfait. Donc, t'es quelqu'un qui aime plus sortir. Donc, la question qui vient après, je pense être assez logique. Montréal ou Winnipeg? Montréal. Parfait. Juste après, on passe cheveux blonds ou cheveux bruns? Brun. Parfait. Est-ce que tu préfères aller au resto ou cuisiner à la maison? Cuisiner à la maison. Parfait. Juste comme ça, c'était pas dans le quiz, mais juste comme ça, c'est quoi ton plat signature? Tu as un plat signature que t'aimes faire? De la pizza faite maison. Wow. Ok, parfait. Ouais. Et puis la dernière question, juste pour la forme, c'est assez à l'érable ou les autres podcasts sur la CanPL? C'est salérable. Ouais, bravo, t'as tout compris, c'est excellent. Écoute, Yoann, c'était vraiment, vraiment magnifique. On a fait une entrevue comme ça, éclair, pour apprendre à te connaître un peu plus, parler un peu de ta carrière. On va te souhaiter vraiment tout le bien du monde cette année, si jamais il y a une saison, ou sinon l'année prochaine, et pour le reste de ta carrière. Nous, en tout cas, on va continuer à te suivre de très près, comme on suit la CanPL de très près, bien évidemment, parce qu'on en parle à chaque semaine. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Donc voilà pour notre première partie du podcast CS à l'érable avec cette entrevue de Yoann Le Bourris. On va prendre une petite pause et on revient tout de suite avec la seconde partie de notre podcast CS à l'érable. À tout à l'heure. Bonjour à tous, nous sommes de retour à CS à l'érable. Donc, nous avons une autre invitée aujourd'hui qui vient également de Winnipeg. Et nous avons donc l'honneur d'accueillir Nikki Cody de Red River, la présidente du Red River Rising. Salut Nikki, comment vas-tu? Pas mal. J'ai dépensé beaucoup de temps chez moi, donc c'est pas très intéressant, mais c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Exactement, on est tous confinés, on est tous à la maison, on bouge pas trop, puis je pense que on va falloir qu'on change nos canapés dans quelques semaines parce que ils commencent à pourrir là tellement on s'assoit dessus, hein. Oui. Exactement. Donc, Nikki, pour nos éditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui. Avant de commencer, il faut dire qu'il y a une fois que j'étais bilingue, mais plusieurs ans ont passé depuis cela, donc je m'inquiète que je vais avoir les pensées comme un enfant. Je ne peux pas m'exprimer en français le même que je peux en anglais, mais je vais essayer. Il n'y a aucun problème, tu te débrouilles très très bien, c'est magnifique, donc t'en fais pas du tout. Okay. Je suis le président de Red River Rising. Je viens d'Ontario, mais j'ai déménagé à Winnipeg 5 ans en arrière. Je dis souvent que j'ai trouvé la culture de soccer tard, mais c'est pas exactement vrai.
il y a 10 ans depuis que j'ai trouvé la culture au Canada, mais j'ai trouvé la culture européenne il y a presque 30 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai vécu au sud de la France pendant 3 mois. C'était en 1991 et j'ai vécu dans une petite ville près de Marseille. Cette année-là, Marseille ont allé au final de la Ligue des Champions, mais je crois que il s'appelait d'autres choses en ce temps-là, mais j'ai oublié exactement quoi. Oui, ça s'appelait la Coupe d'Europe dans ce temps-là. Puis je vais te dire, Nikki, tu viens de trouver un ami pour toujours parce que moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille depuis 91 et je suis religieusement le club depuis 91. So, chaque année, j'ai même un podcast sur l'Olympique de Marseille qui s'appelle Infocéen à Montréal. Donc, je suis extrêmement fan de ce club-là. Je l'adore ce club-là. Donc voilà. Donc, on est amis déjà. Maintenant, c'est fini pour la vie. On est amis. Je ne suis pas allée au jeu, mais toute la ville était captivée. Chaque jour, pendant plusieurs semaines, c'était incroyable. Et depuis cela, j'avais le rêve d'un jour que nous pouvons connaître cela ici. Merci. Parfait. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Comme je l'ai dit, donc j'ai vécu un peu la même chose que toi parce que moi aussi, depuis 91, puis après en 93 quand ils ont gagné la Coupe d'Europe, je le dis tout le temps à mes amis, nous on a gagné, puis ça les énerve, mais écoute, c'est comme ça. Mais on a parlé en fait du Red River Rising. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce groupe de supporters-là pour le Valor FC? Parle-nous un peu de ce groupe et comment est apparue l'idée de fonder ce groupe et comment vous avez eu cette idée-là? Red River Rising est le groupe soutien pour Valor FC. Est-ce que ça c'est, comment on dit ça en français? Groupe de supporters. Supporters, nous chantons aux sections 144 à IG Field et nous l'avons nommé The Trench. So, nous sommes le Trench à IG Field. Il y a plusieurs des voyageurs ici à Winnipeg depuis longtemps et nous savions que le CPL allait commencer, mais nous savions nous ne savions pas s'il y aura une équipe ici, mais nous le voulions. Et Adam Johnson a demandé au Twitter s'il y avait des personnes qui voulaient commencer un groupe du supporter. Et nous avons rencontré au janvier 2017 et c'était au début c'était toutes les choses ont allé vraiment lentement. Nous étions vraiment petits. D'accord. Et depuis, quel genre d'activité vous avez organisé avant tout, pour nos auditeurs, le trench, la section dont Nikki a parlé, en français, c'est tranché, là, comme dans l'armée. Donc, c'est ça, là, vous avez fondé le groupe en attendant l'arrivée de la Canadian Premier League. Et quel genre d'activité que vous aviez organisé à l'époque et que vous organisez encore maintenant? Nous avons organisé les soirs des chansons et nous voyons les jeux à l'extérieur. Et nous avons eu the trench games, so les jeux en tranchée, où nous avons eu les jeux comme les concours de coups de pied de table, si on rappelait Jordan Morel, c'est à cause de Jordan Morel nous avons eu cet jeu. Et il y a des autres jeux que nous avons fait, mais je sais pas s'il y a d'autres choses. Est-ce que vous organisez des watch night comme des soirées pour voir des matchs de l'équipe nationale ou pour Oui. Nous faisons. C'est intéressant parce que je trouve ici il y a beaucoup de gens qui veulent regarder les jeux des garçons, le men. L'équipe nationale masculine. L'équipe nationale masculine, oui. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt
d'intérêt sur les femmes, je trouve. Donc, de temps, j'avais les watch parties. Oui, des soirées de visionnement, oui. J'avais quelques-uns pour pendant l'équipe mondiale, mais il y avait seulement peut-être moi et 2 autres personnes. Donc, pour la plupart, maintenant, je vois, je regarde, c'est ici chez moi, mais pour les hommes, oui, il y a beaucoup d'intérêt. Ok, c'est dommage ce manque d'intérêt pour l'équipe nationale féminine, surtout que on a eu une excellente équipe nationale féminine, même si la dernière Coupe du Monde ça s'est pas très bien passé malheureusement. Nous on l'a couvert la Coupe du Monde sur Culture Soccer, bien évidemment, on faisait un podcast par tour en fait, donc on a couvert vraiment de très très près la Coupe du Monde féminine, on a parlé un peu de tout ça avec plusieurs experts à travers le monde francophone, pas juste parce qu'on n'avait pas juste des Québécois, on avait un peu de partout. Et puis c'était très intéressant. Mais tu parles un peu de l'équipe nationale féminine, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit avant. Donc il y avait des chants que vous avez commencé à faire avec le Red River Rising. Oui. Puis j'avais une petite question pour toi. Est-ce que t'as pris certains chants de l'Olympique de Marseille pour les adapter au Valor ou pas vraiment? Pas encore, mais c'est une bonne idée. Peut-être je vais penser. Okay. Oui. Parfait. Je viens de te donner une idée là. Oui. Parfait. Et puis, comment vous êtes préparé pour la saison 2019? Quand vous avez su, donc je suppose que le groupe a été fondé avant même qu'il y ait le club de la CNPL, mais comment vous êtes préparé pour ce club-là, pour le Valor FC, avant la saison 2019? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu sentais que les gens étaient de plus en plus excités avant le début de la saison, avant le premier match, le match inaugural? Au début, notre groupe était vraiment petit et mais nous avons rencontré chaque mois et c'était jusqu'à les derniers 6 mois avant la saison. Nous avons le groupe est grossi à cette fois et c'est intéressant parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que se passe à IG Field et j'avais un petit peu de peur que il serait j'ai perdu les mots. J'avais peur que je ne savais pas exactement ce qui se passe. Donc au premier jeu c'était incroyable, tout le monde en chantait et c'était beaucoup plus c'était plus bruyant, il y avait beaucoup plus d'ambiance, c'était beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Oui. C'était plus que je peux rêver. Ouais, c'était beau hein de voir ça, j'avais jamais espéré ça hein. Oui. Ouais, je me rappelle à la télévision, je l'avais vu sur One Soccer, c'était quand même assez impressionnant. Surtout que le IG Field, il est gigantesque. Là. Pour les auditeurs qui sont peut-être pas familiers, le IG Field, c'est Investor Group Field, qui est le terrain du Valor, mais qui est également le terrain des Blue Bombers, qui est l'équipe de Canadian Football League. Et les Blue Bombers sont d'ailleurs aussi les propriétaires du Valor, c'est bien ça? Oui, il est vraiment grand. Je souhaite que nous avons un petit stade. Et chaque jour, il y a environ 5,000 personnes là. Et je pense que si nous avons un stade plus petit, l'atmosphère, est-ce que ça c'est mon français? Atmosphère? Atmosphère. Sera incroyable. Oui, c'est sûr, parce que quand même 5,000 personnes, c'est pas peu, hein, et c'est une bonne foule. C'est sûr que quand on se retrouve dans un stade comme le IG Field, c'est sûr que ça sonne un peu creux parce que le IG Field est quand même énorme. Il peut avoir 33 500, presque, parfois même ça peut aller jusqu'à 40 000 personnes. Donc c'est sûr que 5 000 personnes dans ce stade, c'est que ça sonne un peu creux. Mais par contre, 5 000 personnes à chaque match, c'est quand même pas mal. Donc un plus petit stade, oui, il va beaucoup vous aider à mettre encore plus d'ambiance et à améliorer l'atmosphère, comme tu le dis. C'est vraiment vrai. J'aimerais qu'on parle un peu
de la CanPL, ok? C'était la première année. On savait pas trop à quoi s'attendre. C'était un peu, on s'attendait, on était là, ok, on s'attend à être moins fort que la USL Championship, par exemple. On s'attendait à être, que ça allait être, il y allait avoir un certain apprentissage avant de devenir une ligue qui joue bien au football, au soccer. Malheureusement pour ceux qui étaient pessimistes et heureusement pour nous les Canadiens, on a eu un niveau extraordinaire. Toi, t'as trouvé comment ce niveau-là? Est-ce que t'étais aussi surprise du niveau de la CanPL dès la première année? C'était quand même un bon niveau. Oui, j'étais vraiment surpris. Le niveau était beaucoup plus meilleur que j'ai pensé qu'il sera. Au début, j'étais comme toi, j'ai pensé que peut-être il serait pire que l'USL, peut-être. Mais je serais heureuse n'importe le niveau. Si il c'était c'était moins bon ou quoi, mais effectivement, tu as raison, tu sais, Nikki, vraiment, moi aussi, on avait créé ce podcast avant même qu'on voit et qu'on soit sûr du niveau de la CanPL, puis très sincèrement, on s'attendait à tout, puis on était prêt à suivre quel que soit le niveau. Mais en plus, on a eu du bon niveau, donc finalement, on a été gagnant-gagnant. C'était une bonne chose pour tout le monde de voir ce niveau-là. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, à part le niveau de la ligue, le Valor a une saison quand même, a été la première équipe à gagner un match à l'extérieur. Je crois que tu étais présente au match de Valor à West Hill Stadium, le premier match. Oui, est-ce que vous avez demandé si j'étais au premier match? Est-ce que oui, c'est ça. Je crois que je t'avais vu à la télé à One Soccer. Oui, probablement. Oui. Il y avait plusieurs fois que j'étais aux télévisions. Oui, la saison de Valor, c'était une saison intéressante parce que tout le monde rappelle les jeux mauvaises, comme le 8-0. Et ces jours étaient vraiment terribles, mais il y avait aussi les jeux qui étaient fantastiques. C'était bizarre parce que cette équipe avait il pouvait jouer fantastique, mais je ne sais pas pourquoi quelquefois c'est comme je ne sais pas exactement ce que Ils perdaient leur concentration, hein, complètement. Oui, c'est bizarre. J'espère que si nous aurions les jeux cette année, j'espère que et vraiment je pense qu'il sera mieux. Oui, effectivement, c'est sûr que c'était difficile comme tu l'as dit, oui. Beaucoup se rappellent du 8-0. Excuse-moi, je ris, mais parce que c'était quand même je vais pas dire drôle, mais c'était difficile, surtout pour les supporters. Une défaite comme ça devait être difficile. Mais comme tu l'as dit, il y a eu quand même de très belles choses. Je me rappelle bien évidemment de la fameux but de Louis Belangoyette qui a fait le tour de One Soccer peut-être pendant des mois et des mois tellement le but était magnifique. Mais il y a eu de très belles choses. Il y a eu aussi le petit jeune Tyler Artardo qui a été extraordinaire. Il y a eu de très belles choses quand même au Valor FC, n'est-ce pas? Oui. Il y avait, pour moi, je préfère à penser à ces choses parce que il y avait beaucoup et je crois que les mauvaises choses comme le 8-0 c'était une grande chose mais je crois qu'il y avait plus des bonnes choses. Oui, il y aura sûr qu'il y aura des bons souvenirs à garder là. Oui. D'ailleurs il y a eu des bons joueurs, des bonnes trouvailles dans la saison. Il y a eu même l'histoire de Jordan Morrell. Vous avez réussi à en faire une blague avec le jeu du lancer de la chaise, comme tu nous as raconté. D'ailleurs, avec Red River Rising, est-ce qu'en 2009, vous avez réussi à organiser des déplacements? Pas les grands déplacements. Je suis allée à un jeu
Hamilton et à Victoria et Edmonton. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est peut-être tout. Et à chaque jeu, il y avait des autres personnes, mais pas beaucoup, mais peut-être environ 5 à 10. Oui. Mais nous voulions aller à Edmonton au juillet cette année, mais ça ne va pas arriver malheureusement. Ouais, à cause de ce fameux virus qui est en train de nous empoisonner notre vie malheureusement. Mais écoute, malheureusement il faut vivre avec en espérant qu'on aura une saison. Ben peut-être que ce déplacement en juillet sera au mois d'octobre par exemple ou au mois de septembre. On sait jamais. Il faut pas. On verra peut-être à ce moment-là que les choses vont pouvoir enfin se libérer pour nous permettre de regarder du soccer de qualité. Est-ce que tu as parlé à des joueurs en français? Parce qu'on avait plusieurs joueurs francophones, surtout québécois, qui faisaient partie de l'équipe, comme Louis Belangoyette qu'on a parlé, qui a malheureusement quitté le club, Raphaël Garcia, Yoann Le Bourri, qui était dans la première partie de ce podcast. On a reçu Yoann Le Bourri dans la première partie du podcast, il était là. Donc là maintenant on te reçoit à toi. Donc est-ce que c'est des gens avec qui tu as pu parler en français un peu pour discuter? Pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de confiance dans mon français, donc je ne parle pas beaucoup en français. Mais j'ai parlé une fois avec Janssen, mais c'était probablement parce que j'avais quelques verres du vin. Et dans cette fois, à cause du vin, c'était un peu terrible, mais j'ai essayé. Ben écoute, c'est qui ne tente rien à rien comme on dit, donc c'est une bonne chose. Il faut continuer à essayer. Ton français est extraordinaire, donc t'en fais pas du tout. Il faut que tu aies un peu plus de confiance. Merci de faire le également, là, on se projette sur la saison peut-être à venir pour 2020. On a vu que le Valor a signé des joueurs intéressants pour 2020. Il y a eu Andrew Jean-Baptiste par défense, il y a eu Masta Kacher au milieu, qui vient de l'Académie de l'Impact qui a été formé à l'Impact de Montréal. Il y a eu aussi le gardien James Pantemis qui a été prêté par l'Impact de Montréal. Est-ce que tu étais optimiste pour la saison à venir? Oui, vraiment. Rob m'a dit beaucoup des noms avant que ils ont été annoncés et de temps en temps il y avait beaucoup de temps avant de la ligue à annoncer des personnes, donc je suis vraiment heureuse maintenant que tout le monde sait tous les noms et j'espère que nous pouvons voir ces joueurs cette année parce que James Pantemis, il y a beaucoup de joueurs que je veux voir. Ouais, non, c'est sûr. En fait, il y a aussi Fraser Hurd qui est là, qui serait quand même très intéressant. Et puis là, Yoann nous a mentionné que on sait que Shakib Hossin est en train de s'entraîner aussi avec l'équipe. Il a même dit que c'est possible qu'il ait déjà signé. En tout cas, on n'a pas vu d'officialisation encore, mais c'est quand même un très bon défenseur, Shakib Hossin, qui est aussi passé par l'académie de l'Impact de Montréal et qui jouait à Halifax l'année passée. Malheureusement, il a été blessé. Donc oui, il y a vraiment quand même des joueurs de qualité. On a hâte de voir ce que ça va donner de ce point de vue-là aussi. Est-ce que on va changer un peu de sujet? On a parlé un peu de Valor FC. On attend voir ce que la saison va donner. On va parler un peu aussi des équipes nationales. On a parlé un peu des équipes nationales un peu plus tôt, mais j'aimerais avoir ton avis par rapport à ces équipes nationales-là. Commençons par l'équipe nationale masculine. Qu'est-ce que tu penses des performances de l'équipe nationale masculine qui veulent vraiment se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, sachant qu'il y a toute cette
toute cette course maintenant pourrait finir dans le top 6 du classement de la FIFA pour se qualifier pour le Hex, pour pouvoir plus facilement se qualifier pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses de ces performances-là? Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération de l'équipe nationale masculine? Parce qu'il y a une très très belle génération là. Oui, il y a beaucoup de choses bonnes et en novembre, après nous avons gagné contre les États-Unis. J'avais vraiment la croyance que nous pouvons aller au Coupe mondiale au mois qui suivent. Il y avait, comme vous savez, il y avait les jeux qui ont passé que maintenant il est difficile à croire, mais qui sait à ce fois parce que on sait pas ce qui va passer avec CONCACAF maintenant avec tous les jeux qui n'ont pas été joués. Donc qui sait, mais d'une façon il y a des joueurs comme Davies et d'autres choses, d'autres players, donc un joueur, sorry, désolé. Donc j'ai la croyance que dans l'avenir nous allons gagner beaucoup de jeux. D'accord, oui, moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Si c'est pas pour la Coupe du Monde 2022, bah peut-être pour la 2026, se préparer pour la Coupe du Monde ici. Parfait. Et puis tu as parlé un peu de l'équipe nationale féminine. Moi, c'est une équipe que je suis beaucoup aussi. J'ai écrit plusieurs articles sur l'équipe nationale féminine, puis je suis de très près cette équipe-là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, des équipes nationales féminines? Est-ce que tu penses que comment se trouvent les performances avec l'entraîneur Kenneth Heinemoller, avec notamment les Jeux Olympiques qui devraient peut-être se jouer l'année prochaine ou je sais pas quand, on sait pas encore, vu qu'ils ont été reportés. J'aimerais que tu me donnes un peu cette impression-là. Je vais te dire un peu, te donner, je sais pas si tu connais un peu mon avis par rapport à ça. Moi, je n'aime pas du tout Kenneth Heinemoller. Je suis quelqu'un qui n'apprécie pas du tout ce coach-là, parce que je trouve qu'il est un peu trop conservateur. Et il a du mal à renouveler son équipe malheureusement, et je trouve qu'il y a des joueuses très talentueuses qui sont sur le banc et qui sont pas en train d'avoir leur chance. Donc j'aimerais avoir ton avis, toi, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou non, mais voilà. Oui, je suis comme toi. Je ne pense pas que Heinemoller est l'homme pour nous. Je souhaite que Urban est parti qu'ils ont cherché pour d'autres personnes. Si nous avons attendre, peut-être nous pouvons obtenir Tom Sermanni. C'est dommage, mais je ne crois pas que Heinemoller sera le beaucoup de temps plus, mais qui sait. Je pense que les joueuses ils n'ont pas la croyance peut-être ou il y a quelque chose qui manque avec les joueuses sur Heinemoller. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais il est difficile à croire que nous pouvons obtenir, je ne connais pas le mot pour médaille. Oui, une médaille. Effectivement, tu l'as bien dit. Ouais, mais moi aussi, je suis un peu pessimiste, malheureusement, sur ce qui est en train de se passer avec cette équipe nationale féminine. Oui. C'est difficile, qui sait, parce que je n'avais pas la croyance aux derniers Olympiques et nous avons gagné, donc qui sait, mais je pense que ça serait difficile. Oui, bien sûr. Ben, regarde, de toute façon, les Olympiques sont reportés probablement d'une année. Donc, on verra ce qui va se passer d'ici là, mais
Il y a eu sur les résultats de la Coupe du Monde étaient décevants. Il y a eu après les qualifications, le tournoi de qualification olympique, il y a eu le tournoi de France. Bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Écoute, Nikki, je veux te remercier pour être venu aujourd'hui. Là, ça a été vraiment très agréable. On a pu apprendre beaucoup de choses. Vous savez, malheureusement, pour nous, les gens de Montréal, Winnipeg, c'est loin dans notre imaginaire. Donc, on est content qu'on a pu voyager sans voyager, surtout en période de confinement. Et on souhaite à toi et à ton groupe des Red River Rising et au Valor FC d'avoir premièrement une saison 2020 et une bonne saison 2020 si possible. Et je sais qu'on s'est rencontrés au match d'ouverture en 2019 à Hamilton. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir à Montréal ou Winnipeg. Oui. On l'espère qu'il y aura un club au Québec où on pourra se rencontrer puis discuter, parce que je pense que la CanPL a besoin d'un club au Québec et nous on l'attend avec impatience. Vraiment. Oui, j'espère aussi. Merci Nikki. Alors on te souhaite bonne chance. Et pour rappel pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner ton contact sur Twitter pour te suivre, le site web du groupe? Oui, à Twitter, je suis Nikki Cotty c'est seulement à Nikki Cotty. Et pour le groupe, c'est, je pense que c'est Red River Rising WPG. Et nous avons, sur le web, c'est www.redriverrising.ca. Parfait, excellent. Donc, on a hâte de suivre ce qui va venir avec le groupe de supporters, en attendant bien évidemment le début de cette saison 2020 de la CanPL. On l'attend avec impatience. On espère qu'elle arrivera. Merci encore une fois, Nikki, et merci à tous les auditeurs de nous écouter de semaine en semaine. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous en parler, à commenter nos podcasts et à bien évidemment nous poser des questions ou nous donner des idées sur des sujets ou quoi que ce soit. On est ouvert à tout. Donc merci encore pour votre fidélité, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL Rap.